Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune, et bonjour à Yes. Je pense que j'ai oublié personne. Merci. Merci d'être là pour parler de l'école. Que l'on soit élève ou étudiant, enseignant ou assistant d'éducation, que l'on soit parent ou pas, citoyen ouvrier, cadre ou patron ou député. La scolarité, depuis la maternelle jusqu'à l'université, nous concerne tous. Nous avons tous quelque chose à en dire. Oui, Jean-Jacques Rousseau, par exemple, il a dit plein de trucs sur l'éducation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d'abord des polissons. L'idée, bah oui, c'est à toi de parler là. L'idée d'être soi-même pour apprendre mieux était posée. Ou alors ce qu'il a dit aussi, on est curieux qu'à proportion qu'on est instruit. Ou il y a Victor Hugo aussi, tiens, j'oubliais lui. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit d'éclore. Et qui ne pense pas, ne vit pas. Le droit d'être enseigné pour vivre et même pour survivre est acté. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Oui, mais ça, Victor Hugo, il a écrit nulle part, c'est complètement impossible. Enfin bref, peu importe, parce qu'il y a des tas de gens qui ont dit et écrit des trucs sur l'éducation, des tas de grands auteurs, des tas de grandes autrices, qui ont parlé d'école, des tas de ministres aussi, remplis de compétences probablement, et puis souvent de très bonnes intentions. Des ministres depuis Jules Ferry, en passant par Luc Ferry, ils ont écrit sur l'école, jusqu'à la ministre alors j'allais dire d'aujourd'hui, comme d'hier, il y a 5 minutes, enfin, la ministre de l'automne, là, elle a bien dû lire un truc sur l'éducation. Non, c'est quoi son nom? C'était quoi ce nom? Enfin bon, on l'a déjà obligé. Et nous avions envie d'évoquer ici la vision d'un enseignant des années 20. Enfin, des années 1920, hein, je précise. Célestin Freinet, un instituteur revenu mutilé de la grande boucherie de 14-18. Oui, c'est de ses convictions pacifistes et anticapitalistes qu'est né son engagement vers l'éducation nouvelle. Et la pensée de l'éducation nouvelle, c'était de chercher à assurer au monde un avenir de paix. Et pour cela, devait s'épanouir des sentiments de fraternité et de solidarité humaine. Sont alors posés des principes de pédagogie qu'on retrouve encore aujourd'hui, moins depuis les années Macron, mais qui ne devraient plus durer maintenant, plus trop longtemps. Pour ne parler que de 3 principes en exemple. Oui, par exemple, préparer la personne à vouloir et à réaliser dans sa vie la suprématie de l'esprit. Respecter l'individualité de la personne, tout en lui enseignant à mettre son individualité au service de la collectivité. L'éducation nouvelle, elle prépare le futur citoyen capable de remplir ses devoirs envers ses proches, sa nation et l'humanité dans son ensemble. Mais elle prépare aussi une personne à être consciente de sa dignité d'être humain. En créant leur école moderne, qu'est-ce qu'il nous disait encore Célestin? Et puis son épouse aussi,
réseau d'enseignants qui étaient impliqués dans toute l'Europe vers une école émancipée. Ils nous disent que l'école moderne veut et doit être l'école du peuple, et en premier lieu l'école des plus démunis. L'école doit non seulement nous apprendre à vivre en paix, mais aussi à prendre en main notre destin. Les enfants, les jeunes, nous tous, nous devons apprendre et comprendre pour nous émanciper. Alors au final, je vais encore citer Célestin, Freinet. L'éducation doit encourager l'esprit critique chez l'enfant, lui permettre de questionner, d'analyser et de remettre en cause les informations qu'il reçoit. Et voilà, l'adulte de demain est préparé à la critique politique. Pour y parvenir, les Freinet, parce qu'il y a sa femme aussi, proposaient de nouvelles techniques pédagogiques comme la suppression des notes, la convergence des matières, ou encore les classes multiniveaux où les grands aident les petits. Ouais, de quoi faire hurler les plateaux de signes numériques, là. Si Freinet posait des rapports entre la pédagogie et la politique à une époque dite moderne, nous avons dépassé la période post-moderne. Alors, entre l'école de Macron, école de la compétition qui prépare à la guerre avec le SNU ou l'uniforme, ou l'école de l'émancipation de l'individu qui construit le citoyen réfléchi, à nous de décider, à nous de construire l'école de l'ère métamoderne, comme disent certains. Et pour nous expliquer contre quoi nous devons nous battre aujourd'hui et ce qu'il convient de faire pour une école publique de qualité, nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous ce soir deux professeurs de lycée polyvalent et professionnels, une assistante d'éducation, une accompagnante d'élèves en situation de handicap, un professeur du lycée d'enseignement général et la présidente de la Fédération de la Vienne de la libre pensée. Nous prévoyons 5 minutes pour chaque intervention. Un genre de 5 minutes. Et nous finirons avec vous pour vos questions et remarques aux invités, bien sûr. Ils seront les bienvenus. Questions quand même assez courtes, si possible, pour que tout le monde puisse intervenir. Mais pour commencer, nous accueillons Paul Vanier, donc député LFI de la 5e circonscription du Val d'Oise, élu en 2022, réélu en juin 2024 au premier tour, s'il vous plaît. Professeur d'histoire-géographie avant d'être député, il est membre de la commission affaires culturelles et éducation à l'Assemblée nationale. Il est également responsable d'une rééducation du programme Insoumis. Et il a été co-rapporteur d'un rapport parlementaire sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat. Et ce financement, dont vous ne étonnerez pas qu'il soit peu transparent et mal contrôlé. Et il nous a fait l'amitié de sauter un court instant du chaudron bouillonnant de l'Assemblée nationale pour venir vous parler de ce combat. Paul, tu as besoin d'un micro ? Je vais le prendre, vous m'entendez bien? Oui, moi je vais essayer de parler comme les profs, j'avais l'habitude d'essayer d'avoir la voix qui porte. Merci beaucoup pour votre invitation, et je voudrais juste ajouter à cette présentation, je suis aussi un député censeur. Et je ne peux pas commencer cette soirée au lendemain d'une date historique, puisque c'est la première fois que dans ces circonstances, les députés censurent un gouvernement, font tomber un gouvernement. Je ne peux pas vous en dire deux mots. J'essaierai de faire la transition avec le sujet de cette soirée, bien sûr, mais vous dire d'abord que j'ai pensé hier, et avec mes collègues députés insoumis et ceux du Nouveau Front Populaire, j'ai pensé aux millions d'électrices et d'électeurs qui, en juin et en juillet dernier, se sont déplacés dans un contexte de participation historique et qui ont permis, vous le savez, au Nouveau Front Populaire de l'emporter. Et hier, ce qui s'est joué, au fond, c'est une forme de rétablissement de la démocratie sur l'autoritarisme macronien. C'est ça qui s'est joué. Le résultat effacé, volé par le président de la République, il a été
remis à l'endroit. Il y a une forme de justice démocratique. Moi, j'ai l'honneur comme député d'y avoir contribué, qui s'est réalisé hier, et je veux vous encourager peut-être à vous approprier ce résultat. C'est notre victoire à nous. C'est nous qui avons construit les conditions politiques aboutissant à la chute du gouvernement Barnier. C'est la motion de censure du nouveau Front populaire qui a été adoptée, pas celle de l'extrême droite. C'est le nouveau Front populaire qui, avec ses 192 députés, constitue la principale composante politique de l'Assemblée. Et c'est sa force d'entraînement, d'ailleurs, qui, en vérité, a provoqué beaucoup d'hésitation, de tergiversation, de changement de position à l'extrême droite. Et c'est elle qui a subi la situation et choisi de voter cette motion et de faire chuter Barnier. Appropriez-vous cette victoire. Cette victoire, elle fait sens. C'est une victoire qui visait aussi, surtout, à empêcher l'adoption d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui prévoyait 15 milliards d'euros de coupes, 4 fois plus que l'an passé. Ce matin, j'ai commencé ma visite dans la Vienne, au centre Larnais Sagesse. C'est un centre qui accueille des personnes sourdes et des personnes aveugles, notamment dans un EHPAD. Eh bien, il y avait là les conséquences directes de l'austérité, puisqu'ils font face à des difficultés à se financer. L'État, l'ARS, le département n'apportent pas suffisamment de moyens à cette structure, et on voit des conditions de soins qui se dégradent, des conditions de travail qui se dégradent. Et donc faisait sens ce matin pour moi le vote de la censure la veille, parce que c'était protéger eux, vous, nous, des affres de ces budgets d'austérité. Celui-là, le projet de loi de finances, c'est aussi le pire budget d'austérité de l'histoire de la Ve République, et c'est pour ça qu'on a fait la censure. C'est contre ça et contre le 49.3. Donc voilà, je ne pouvais pas commencer par ça, et je vais essayer de faire une transition maintenant sur le sujet de notre soirée, même si en vérité, je crois que moi je suis un militant insoumis. J'ai toujours considéré que l'école était une question politique, au sens où elle intéresse, tu l'as dit dans ton introduction, toute la société. On a tous été élèves, on est parents d'élèves, on est enseignants, personnels de l'éducation nationale, on est grands-parents, on est citoyens, on a tous un rapport à cette question. Et nous avons toujours, nous les insoumis, encastré notre projet éducatif dans notre projet politique. Ils ne sont pas séparés. Je ne pense pas du tout que l'école est une île qui échapperait à ce qui se passe dans la société. Et donc, au fond, ce n'est pas un hasard, c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Ce soir, je vais vous parler d'une école publique en particulier, qui est à la croisée des chemins. Et c'est probablement pas un hasard si elle arrive à ce moment-là, au moment où nous sommes en crise politique, en crise de régime, où nous voyons une Macronie à l'agonie, une Ve République qui est, elle aussi, peut-être dans ces derniers instants, et où la croisée des chemins, elle se pose aussi pour le régime politique dans lequel nous sommes. C'est que nous sommes partisans d'une 6e République, notamment. Et voilà, c'est dans ce même moment que, au fond, beaucoup de directions peuvent être prises pour notre société autant que pour notre école. Alors je dis, elle est à la croisée des chemins, l'école publique, d'abord parce qu'elle est, et je pense qu'ici dans cette salle, beaucoup font l'expérience concrète, quotidienne, les personnels d'éducation nationale, comme parents d'élèves, comme les élèves, des jeunes villages qui sont forcément élèves, toi, je ne veux pas te parler. Elle est au bord de l'effondrement, l'école publique, au fond comme l'est déjà l'hôpital public. C'est comme moi que cet été, 61% des services d'urgence se sont interrompus, au moins un instant. Et bien, il y a des interruptions de services dans l'éducation nationale aujourd'hui. Il y avait l'an passé 15 millions d'heures de cours non assurées parce que non remplacées. Il y a dans certains départements de notre pays, on peut l'affirmer pour la Seine-Saint-Denis parce qu'il y a un rapport d'information parlementaire qui l'a documenté, mais probablement dans d'autres départements de France. En Seine-Saint-Denis, les élèves de la maternelle à la terminale, ils perdent, faute de remplacement des cours non assurés, ils perdent une année de scolarité. Une année de scolarité. Il y a dans notre pays des écoles qui ferment, une par jour, depuis 2012. Je dis une par jour, je suis d'ailleurs sur une nation basse, c'est 500 par an. Il y a des déserts d'écoles publiques dans notre pays. En Maine-et-Loire, en Vendée, en Morbihan, dans l'Aveyron, dans beaucoup d'autres endroits, l'école publique devient inaccessible.
Il y a une éducation nationale qui fait face à un véritable, on en parle dans beaucoup de secteurs, on en parle chez Auchan par exemple, à un plan social. Il y a 11 500 postes qui ont été supprimés dans l'éducation nationale depuis 2017, et dans le budget qui était sur la table, à la main de M. Barnier, 4 000 postes d'enseignants encore auraient pu être supprimés, ce qui nous amenait à plus de 15 000 suppressions de postes en à peine 7 ans. Nous avons les classes les plus chargées de l'OCDE, quasiment les plus chargées de l'OCDE. 25 élèves en moyenne dans le premier degré en France, c'est 21 dans les pays de l'OCDE. 27 élèves en moyenne dans le second degré, c'est 25 dans les pays de l'OCDE. Et nous avons les professeurs, pas seulement les professeurs, on va parler des AESH après, mais les moins bien payés d'Europe, quasiment les moins bien payés d'Europe. Et je veux juste attirer votre attention sur l'état de paupérisation des enseignants aujourd'hui, et à quel point, je crois qu'il y a peu de métiers qui ont connu une dévalorisation aussi nette sur le plan salarial, sur le plan symbolique, mais sur le plan salarial. Un enseignant dans les années 80, il commençait sa carrière à 2,3 SMIC. Aujourd'hui, il la commence à 1,2 SMIC. C'est quasiment une division par deux, un niveau de rémunération, un niveau de pouvoir d'achat. On ne commence pas quand on est enseignant, contrairement à ce qu'affirment les ministres, à 2 000 € net par mois. C'est pas vrai, parce que quand on a passé un concours, on est d'abord fonctionnaire statutaire, on est sous ces 2 000 € net. Et c'est dur de vivre, vous le savez, avec moins de 2 000 € pour les enseignants, comme pour toutes les catégories sociales, professionnelles de ce pays. Voilà l'état de notre école, voilà l'état de ses personnels, avec une crise de métier, une crise des métiers de l'éducation nationale, une crise de sens qui se traduit par aujourd'hui l'impossibilité la grande difficulté à recruter des profs, mais pas seulement des profs. C'est des milliers de postes qui restent vacants chaque année, des démissions qui s'envolent. Les démissions, c'est plus 150% depuis 2017. Alors elle est à la croisée des chemins, d'abord parce que donc elle est là au bord d'un effondrement possible. Bien sûr, il y a des causes politiques, évidemment, à cette étape. Elle est à la croisée des chemins, l'école publique aussi, parce que nous nous approchons, parce que nous n'y sommes pas déjà, dans un système d'école à 2 vitesses. 2 écoles séparées par la cloison étanche de la ségrégation socio-scolaire, une cloison qui sépare l'école publique de l'école privée. Et je veux vous parler de ça parce que j'ai travaillé sur cette question-là, mais je pense qu'elle est essentielle. L'école privée représente une part importante du système éducatif français. C'est près de 20% des élèves, 7 500 établissements, 2 millions d'élèves scolarisés dans l'école privée. Et elle est privée, mais elle est gavée d'argent public. Elle est subventionnée massivement par des fonds publics. Les écoles privées, écoles, collèges, lycées, en moyenne, 75% de leur budget vient de fonds publics, fonds de l'État et fonds des collectivités territoriales. Ça représente, à l'échelle nationale, une somme absolument considérable. Et je ne suis pas capable de vous la donner, cette somme, parce que j'ai passé 6 mois à me poser la question, j'ai passé 6 mois à rencontrer quantité d'administrations publiques, de très grands responsables de la Cour des comptes. Je leur ai tous demandé combien représente par an la dépense publique consacrée aux établissements privés sous contrat. Je n'ai jamais eu la réponse. Parce que l'information n'existe pas. Personne ne l'a produit, personne ne cherche d'ailleurs à la produire, sans doute parce que beaucoup craignent de la constituer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une dépense qui est comprise entre 10 et 15 milliards d'euros. Vous voyez que mon trait, c'est pas l'épaisseur du trait, je suis dans le flou artistique presque. Mais il est très difficile d'évaluer cette dépense parce qu'il y a beaucoup de sous-estimation, beaucoup de non-prise en compte. Il y a des dépenses de niche fiscale qui ne sont jamais calculées. Il y a des dépenses facultatives qui sont assumées par les collectivités qui ne rentrent jamais en ligne de compte de ce calcul. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que les fonds publics consacrés à l'école privée augmentent considérablement chaque année. Et que depuis 2017, c'est plus de 24% de dépenses de l'État, je parle simplement des dépenses de l'État, celles qui sont votées parfois par les députés, souvent imposées par 49.3, plus 24% depuis 2017 consacrés aux établissements privés sous contrat. Il n'y a pas plus de 24% d'élèves depuis 2017 dans ces établissements, la structure est plutôt stable dans ces établissements, le GRDS dans la requête de 2020. Les écoles privées, elles reçoivent beaucoup d'argent public, mais elles ne prennent absolument pas en charge au fond des objectifs d'intérêt public. Elles se distinguent fondamentalement des écoles publiques, des écoles privées par leur capacité à choisir leurs élèves. Elles les choisissent à l'entrée. Pour être précis, pour nuancer, il y a l'école privée qui
contextes différents, dans l'ouest de la France, en Bretagne par exemple, il y a un fait historique. Ce n'est pas exactement les mêmes logiques que dans les grandes métropoles, là, vous avez des mécanismes de tri qui sont beaucoup plus prononcés, mais ces écoles, elles choisissent à l'entrée. Ces écoles, elles vont aussi éliminer des élèves en cours de route. Là, on va afficher des taux de réussite attractifs ensuite au brevet, au baccalauréat, et elles le font avec beaucoup de brutalité d'ailleurs pour ces élèves, pour leur famille. Je pense aussi, moi, à LZE. Et de ce fait, ces écoles, elles contribuent à l'aggravation des inégalités socio-scolaires dans le système éducatif. Et ces inégalités, depuis 20 ans, elles ont explosé. Je donne un chiffre pour le mesurer. La part des élèves issus des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, elle est passée de 26 à 42% dans ces établissements entre 2000 et 2023. On n'a jamais vu des écarts aussi importants aujourd'hui dans la composition sociale entre les élèves scolarisés dans le privé et les élèves scolarisés dans le public. Il y a 3 fois plus d'élèves boursiers dans le public que dans le privé. Et c'est en partie lié, il y a par exemple 5 fois plus d'élèves en SECPA dans le public qu'il y en a dans le privé. Donc c'est ce système à 2 vitesses, cette école à 2 vitesses, vous voyez qu'elle structure des inégalités et elle conduit aujourd'hui à s'interroger sur l'existence d'un ministère de l'Éducation nationale. Et le ministre, ce serait le secrétaire général à l'enseignement catholique, puisque 96% des établissements relevant de l'enseignement catholique sont rattachés à ce réseau, au réseau catholique. Et moi, j'ai découvert en menant cette mission d'information dont tu as parlé, parce que j'ai rencontré ces gens-là, j'ai rencontré aussi les hauts fonctionnaires de l'Éducation nationale, que le secrétariat général à l'enseignement catholique, chaque année, il discute avec l'Éducation nationale des moyens qui lui sont attribués. Et il le fait dans un cadre qui est absolument opaque. Il n'existe aucun compte rendu de ces discussions. Pourtant, porte sur l'allocation de milliards d'euros d'argent public. Et cette discussion, elle a par ailleurs lieu dans un cadre qui n'est pas prévu par la loi, notamment pas prévu par la fameuse loi Debré, qui est fondatrice au fond des rapports de l'État aux établissements privés, etc. Je ne veux pas être technique, mais la loi Debré prévoit a souhaité de démocratiser la question éducative. Depuis des années maintenant, nous sommes privés d'un grand débat sur les finalités de l'école. Comme député depuis 2022, je fais l'expérience je siège dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je n'ai jamais légiféré sur la question de l'éducation. Jamais. Je vais prendre la liste parce qu'elle est longue, mais je vais remonter un peu dans le temps. 2013, réforme des rythmes scolaires de Hollande, ça passe par décret. 2015, révision des programmes de Hollande, décret. 2016, réforme du collège, Hollande, décret. 2017, c'est Macron, retour à la semaine de 4 jours, décret. 2018, Parcoursup, décret. 2022, première étape de la destruction de l'enseignement pro, enfin première, vous avez déjà vu quelques avant, décret. 2019, les CAL, décret. 2023, encore une réforme de la voie pro, décret. Je passe sur tous les 49.3 qui, entre-temps, nous ont empêché d'adopter un budget pour l'éducation qui permettait d'investir à la hauteur des besoins éducatifs publics. Et on meurt de ça, on meurt de la dépossession des parlements. Et je termine là-dessus, parce que je vous ai parlé de l'école privée, c'est un sujet qui est absolument central et incontournable. Je pense que pour un gouvernement du groupe populaire, auquel vous aurez des insoumis, cette question ne peut pas être esquivée. Il y a une majorité aujourd'hui, je crois, dans l'Assemblée, non, pas dans l'Assemblée, il y a dans la société, pour faire profondément, pour refonder profondément ce système de financement public des établissements privés. Je l'ai dit tout à l'heure, à quel point c'est vous qui parlez. Vous savez, il y a, pendant très longtemps, pendant 40 ans, depuis 1984, il vote quelque chose. De 1984 à 2024, en gros, dès que vous parliez de l'enseignement privé, vous disiez « Ah, tu veux réouvrir la guerre scolaire !» Et ça marchait. Ça fonctionnait. Et il n'était plus possible d'argumenter. Voilà. Là, il y a beaucoup de monde qui essayait de le faire, mais c'était extrêmement difficile et le débat se refermait immédiatement. Et là, depuis quelques mois, on assiste sur cette question qui est une question, elle est très idéologique, cette question. Elle pose beaucoup de questions politiques. On assiste à un renversement de l'ordre des choses. Nous sommes parvenus à réouvrir la fenêtre du débat. Le débat il est vivant. Il y a un rapport de la Cour des comptes. Il y a eu des IPS pour ceux qui ont été publiés depuis 2022. Il y a même Papendia
qui permet notamment d'abroger la retraite à 64 ans, mais qui permet de faire tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on a défendu par amendement. Donc moi, je vous invite, je me permets cette invitation à vous encourager. C'est le moment, on est dans un moment absolument décisif de l'histoire de notre pays, à vous y impliquer de toutes vos forces, parce que dans ce moment, nous avons déjà gagné des victoires, nous pouvons en remporter d'autres pour tout changer, pour changer nos sociétés et pour changer notre école. Je vous remercie. C'est un sujet constamment remis en avant, mais néanmoins, les gouvernements successifs, malgré les beaux discours sur le caractère prioritaire des mesures en faveur de l'inclusion, n'ont cessé de dégrader la situation réelle sur le terrain. Et pour cause, on le sait, l'inclusion est bien moins une affaire d'égalité entre les citoyens qu'un moyen de faire des économies sur le dos des enfants les plus fragiles. Alors on a commencé par créer des classes d'inclusion scolaire, qui sont devenues depuis des unités locales d'inclusion scolaire. On a intégré des élèves, et puis maintenant on les a inclus en école primaire, et puis dans le secondaire, et même dans l'enseignement supérieur. On a recruté des auxiliaires de vie scolaire, qu'on a maintenant rebaptisé accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puis on a accompagné tous ces élèves en classe ordinaire, on a compensé leur handicap. Et on a permis à des élèves dyslexiques, dyspraxiques, avec des handicaps moteurs ou avec des handicaps sensoriels, avec des troubles cognitifs, des maladies graves, d'aller à l'école, de progresser, de montrer tout ce qu'ils savaient faire, leurs talents, leurs compétences, et même d'obtenir des diplômes et de s'insérer dans la société. Alors tout ça, c'était très très beau. Et puis, si au départ, les élèves bénéficiaient d'assez de temps, d'assez d'aide pour progresser à leur rythme, on a progressivement augmenté le nombre d'élèves à accompagner, sans augmenter le nombre d'accompagnants. C'est pas drôle. On a fermé les places dans les établissements médico-sociaux, on a retiré les personnels dans les IME, dans les ITEP, les établissements qui accueillent les élèves en situation de handicap. Et puis maintenant, on se retrouve avec des élèves dans l'école qui ont plus besoin d'un accompagnement de soins que d'un accompagnement scolaire. Les CESAD, les services d'éducation spéciale de soins à domicile, sont débordés. Les listes d'attente s'allongent d'année en année. Certains élèves sont inscrits et finalement n'en bénéficieront pas. Ils seront sortis du système. Alors on demande à l'école d'accueillir ces élèves, de pallier le manque de soins. On installe des unités d'enseignement externalisées qui sont hébergées dans les écoles, où on accueille les élèves qui évoluent et qui têtent. Et puis elles permettent aux élèves en situation de handicap d'aller à l'école, comme dans les autres enfants, mais de garder sous le coude un éducateur, un enseignant spécialisé pour gérer un tout petit groupe qui va être installé dans l'école, mais qui ne participera pas forcément à la vie de l'école. On innove même, alors là c'est dans les nouveautés, avec des salles pour recevoir les dispositifs d'autorégulation, où on explique aux élèves comment se maîtriser, contrôler ses émotions, éviter d'exploser en cours. Et donc on met une personne qui accueille 3 heures de jeu. Donc en fonction de ces modifications, et puis il y a des modifications collectives pour les élèves de l'ULIS, on calcule le nombre d'heures de besoin. Ensuite, on prend tous les AESH qu'on a mis dans le cadre, et on calcule le nombre d'heures d'AESH dans conditions. Et après, on prend les deux tableaux d'Excel, et on fait ici jusqu'à ce que ça rentre. La gestion comptable des personnes, d'un personnel humain qui travaille avec un tas d'humains en face de lui. Pas possible. Finalement, on accompagne donc de plus en plus d'élèves, et de la même façon que nous, on accompagne plus d'élèves, les élèves se retrouvent avec plus d'accompagnement. Pas en nombre d'heures, en nombre de personnes. Si je reprends mon cas personnel, cette année, j'accompagne un élève en moyenne section maternelle. Et il ne voit que moi, il n'y a pas d'autre AESH. J'accompagne également 3 élèves de seconde générale et technologique, qui eux voient dans la semaine 3 AESH différents. J'accompagne également 3 élèves en seconde professionnelle, qui eux aussi voient 3 AESH différents dans la semaine, pas les mêmes que les autres.
Et puis j'accompagne aussi un et parfois même 2 élèves en première année de CAP qui eux aussi voient jusqu'à 3 AESH sur la semaine. C'est pas mal. Du coup, se pose la question de comment être efficace, comment établir une relation de confiance avec ces élèves dans ces conditions-là, comment les accompagner alors que de plus en plus ils ont besoin de soins, qu'ils souffrent de plus en plus de handicap lourd et qu'ils deviennent même régulièrement violents du fait de ce handicap. On est d'ailleurs de plus en plus envoyé auprès de ces élèves dits difficiles. Pas trop de termes, mais c'est ce qu'on dit. Et les enseignants doivent alors adapter seuls pour les élèves qui ont un handicap moins lourd et qui ont des élèves donc moins difficiles. Néanmoins, ces élèves ont des difficultés très présentes, mais comme les élèves n'explosent pas, alors le professeur peut bien se débrouiller avec le petit dyslexique au point, là, sans qu'on ait besoin de le mettre en AESH. Et puis maintenant, maintenant vient le temps du projet de l'acte 2 de l'école inclusive, où on va fusionner les piales pour faire des passes. Parce que bon, les piales, c'était déjà pas assez grand comme une géographique, donc on va les regrouper par 2 ou 3 pour faire des pôles d'appui à la scolarité, où le personnel, donc AESH, mais aussi les intervenants auprès des élèves, seront gérés conjointement par l'éducation nationale, avec un enseignant, pas obligatoirement spécialisé, et un éducateur ou une éducatrice, qui sera donc lui financé par l'Agence régionale de santé, l'ARS. J'imagine que tout le monde sait que le budget de l'ARS n'est pas en meilleure santé que celui de l'éducation nationale. Donc on voit bien venir le vilain plan de on met 2 personnes là, et on leur confie tous les élèves à besoins particuliers, donc les élèves en situation de handicap, mais aussi allophones, qui ne parlent pas la langue, qui arrivent d'un pays étranger, mais aussi les élèves avec un haut potentiel intellectuel, mais aussi les élèves avec juste des troubles de l'apprentissage qu'on pourrait remédier. Donc tous ces élèves-là vont devoir vont se retrouver gérés, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, par le PASS. Et donc le binôme du PASS, l'enseignant et l'éducateur, vont recevoir les familles de ces élèves, les enseignants de ces élèves, qui se retrouveront en difficulté forcément face aux élèves, et donc ils devront affecter les AESH en théorie toujours sur les élèves en situation de handicap, mais on pourra le faire avant d'avoir la notification de la MDH. Donc en fait, ils ne sont pas encore tout à fait en situation de handicap, mais on sait que peut-être ils vont l'être, alors on va mettre un AESH. Et puis après, on dira au professeur, maintenant, celui-ci n'a pas besoin d'un AESH, tu adaptes, tu as besoin que je t'aide à adapter, on va leur donner 2-3 tuyaux pour qu'ils adaptent, on va leur donner des idées d'aide matérielle, comme par exemple un ordinateur pour celui qui est dyslexique. On sait déjà que les moyens seront au mieux constants et plus probablement en baisse, les moyens financiers. Donc on sait que la situation ne va pas s'améliorer ni pour les AESH, ni pour les élèves, ni pour l'école en général, mais les enseignants. Les AESH, pour terminer, veulent seulement un statut, un vrai, si possible un temps plein à 24 heures et un vrai salaire, c'est pas mal. On ne veut plus du PIAL, on n'en a jamais voulu, et on ne veut pas non plus du PASS, qui va être bien pire encore. On ne voulait pas non plus des mesures de M. Casbarian, mais je pense que pour l'instant, elles sont un petit peu suspendues. On va attendre de voir, voilà. J'espère qu'elles ne seront pas reprises, mais c'est pas sûr. Et on espère, parce que nous aussi, on est un personnel qui ne rajeunit pas, un petit retrait de la réforme des retraites, parce que je ne vais pas partir à la retraite complètement usée après avoir censuré des élèves toute notre carrière. Donc voilà. J'ai terminé, j'espère que c'est tout. Merci. Et maintenant, je présente Gaëlle Parcheminet, qui est assistante d'éducation au collège de Jancet. À toi, Gaëlle. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, du coup, je suis assistante d'éducation, AED, surveillante pionne, je pense que c'est le parlant. Je vais vous parler du choc des savoirs qui a été effectué sur les niveaux 5e de notre établissement.
savoir. C'est-à-dire quand on les entend parler, sans qu'on leur demande, sans qu'on leur en parle, quand ils parlent entre eux, c'est le groupe des nuls et le groupe des forts. Voilà. Donc ce à quoi on pouvait éventuellement s'attendre. Mais c'est vrai que de l'entendre dire de la bouche d'élèves, c'est pas forcément agréable quand on est un membre de l'éducation. Donc ça c'est spontanément. Alors maintenant, ensuite, moi j'ai fait l'effort de leur demander de communiquer avec eux, ce qui n'est pas facile parce que c'est des ados. Et donc ce qu'on nous a rapporté le plus, c'est le fait qu'ils changent beaucoup de groupes de classe, ce qui ne leur plaît pas forcément. Ils préfèrent être dans la même classe, tous ensemble, le plus souvent possible. Ensuite, il y a des problèmes très concrets qui se posent, tels qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide à certains de leurs camarades, parce que, vu que c'est des groupes de niveau, et bien, comme je l'ai dit juste avant, pour apporter leurs propos, les nuls sont ensemble, donc ça va être plus difficile de s'entraider, évidemment. Et autrement, quand ils ont des études, donc des heures où ils n'ont pas cours, où ils sont avec nous, ils ne peuvent pas forcément non plus s'entraider parce que les personnes qui vont être avec elles ne vont pas avoir cours avec eux. Donc pas les mêmes exercices forcément à faire, même si les professeurs s'efforcent d'avoir une certaine cohérence, même entre les niveaux. Donc évidemment, un élève qui ne va pas avoir exactement le même exercice, comme dans l'éducation nationale aujourd'hui, on leur demande de moins en moins de réfléchir, et ils ne vont pas forcément être capables de s'entraider. Donc on a énormément de soucis de cet ordre-là, et des élèves qui sont effectivement bien plus perdus qu'ils n'étaient avant, même s'ils étaient quand même pas mal déjà. C'est tout ce que j'ai à dire. On passe à Gilles Morin. C'est à moi. Gilles Morin qui est professeur en lycée professionnel. Et juste après, Frédéric Artus, professeur en lycée polyvalent, qui parlera aussi d'une lutte qu'il a menée pour un contrat concret. Donc Gilles Morin, suivi. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis professeur en lycée professionnel au lycée Réaumur à Poitiers. Donc, je suis très content que la question de la voie professionnelle soit abordée aussi dans cette réunion. J'ai apporté ma petite contribution. J'ai beaucoup réfléchi. J'avais pas envie de revenir sur la question des enseignants, de leur statut, où on est confronté au même problème que les autres, à savoir la question du gel des salaires, la question des jours de carence, etc., la question aussi de la retraite. Après, je me suis dit que j'aurais pu faire un peu, très rapidement, bien évidemment, une petite histoire de l'enseignement professionnel pour vous montrer qu'il y a eu, c'est vraiment un enjeu important, aussi au niveau idéologique, puisque ça a été une bataille pour arracher la formation, en fin de compte, de ces jeunes du patronat pour les mettre dans les bras de l'éducation nationale, donc d'en faire quelque chose de commun. Et puis, en fin de compte, je suis tombé sur une contribution d'une inspectrice honoraire de lettres, histoire, géographie, dans ce qu'on appelle le café pédagogique, pour les enseignants, souvent on connaît ce site. Et j'ai trouvé que ce qu'elle disait résumait bien et montrait bien les enjeux de défendre l'enseignement professionnel public, et qui est mise à mal comme dans le primaire ou secondaire, mais avec des particularités quand même. Donc je vais vous lire cette contribution, donc c'est de Corinne Lehmann, donc c'est une inspectrice honoraire de lettres, histoire, géographie, et son premier paragraphe, ça concerne, elle dit, le titre c'est « Réduire les coûts ». Et je pense qu'on est bien, voilà, donc elle explique que les réformes sont liées au fait qu'il faut réduire les coûts, donc on est bien dans les questions politiques de budget. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, dans l'enseignement professionnel, beaucoup des réformes du lycée professionnel visent surtout à réduire les coûts de scolarité des élèves de lycée professionnel. Quand on prend le coût moyen, un élève de lycée professionnel revient plus cher qu'un élève de lycée général, 12 700 € contre 11 300. Donc, elle dit, pour moi, beaucoup des réformes sont pilotées par des logiques uniquement économiques. Elle explique, par exemple, que dans les dernières années, on a beaucoup développé les formations tertiaires, car ça ne demande pas beaucoup d'équipement. On comprendra que ça, avec des ordinateurs, c'est pas la même chose qu'au lycée Réaumur si on refait les ateliers de chaudronnerie, par exemple, au niveau des coûts, c'est beaucoup plus important. Elle explique que c'est la même logique qui a présidé à la réduction du temps de formation du bac pro de 4 ans à 3 ans, même si elle n'est pas l'unique raison. Dans la dernière vague des réformes de 2018, il s'agit aussi de désengager au maximum l'éducation nationale
de la formation professionnelle en proposant des temps en dehors de l'école, en favorisant l'apprentissage, en augmentant de manière significative la durée des périodes de formation au milieu professionnel, en diminuant les temps de formation dans les établissements, avec l'amoindrissement significatif des heures d'enseignement, surtout dans les matières générales. En gros, ce que je vous disais dans l'histoire, on a essayé d'arracher la formation en gros, au patronat pour le mettre dans le giron de l'éducation nationale, sous statut scolaire, et de plus en plus, ces dernières années, il y a eu des milliards, enfin je me suis pas toujours dans les chiffres, mais c'est des millions, des milliards, qui ont été donnés à l'apprentissage. Des milliards. Des milliards à l'apprentissage. Et les durées de stage de nos élèves sont de plus en plus importantes. Elle va y revenir après. Donc on confie de plus en plus la formation des jeunes, en fin de compte, au patronat, plutôt que de le garder dans l'enseignement professionnel sous statut scolaire. Ces dernières réformes, il y a aussi une dimension idéologique qui postule que l'entreprise serait donc un lieu acceptable de formation en l'état actuel des choses. Or, si les formateurs en entreprise, dont la fonction première est de produire, avaient réellement le temps de former, cela se saurait. On sait bien que quand on envoie nos jeunes en entreprise, on va les visiter, on va voir, et que, alors bien évidemment, ça peut très bien se passer, mais on sait bien que le but des patrons, même des salariés qui les accueillent, des tuteurs, c'est de produire, il faut que la boîte tourne, donc c'est pas un lieu de formation comme ça peut être dans un lycée. En diminuant les heures d'enseignement général, il y a globalement l'idée de former un travailleur qui doit pouvoir répondre en priorité à des besoins économiques précis, alors qu'on s'adresse à des élèves qui sortent de 3e et donc qui sont encore soumis à l'obligation scolaire. Puisque forcément, si ces élèves vont de plus en plus en entreprise, on les a de moins en moins en cours, et donc il y a de moins en moins d'heures d'enseignement général, qui fait que, comme ça va être expliqué plus tard, on les forme non pas seulement à être des futurs travailleurs à court terme, mais aussi à être des citoyens. Je ne reviens pas sur les citations qu'on avait faites de Rousseau, etc. Donc c'est le négliger donc le droit à l'éducation, c'est nier un droit à l'ouverture culturelle et à la réflexion que favorisent des disciplines que certains ne jugent pas utiles aux travailleurs, mais qui concourent à la formation du citoyen et de l'individu. Cette approche se retrouve dans la réorientation des programmes de français, la réduction des horaires d'histoire-géographie et de langue en CAP. Les élèves sont encore des individus en construction. En diminuant ces horaires, ça ne permet plus d'ouverture culturelle ou de projets qui demandent du temps pour encadrer et conforter les apprentissages. Donc en gros, on veut former très rapidement des salariés qui sont moins cultivés, moins à même de réfléchir par eux-mêmes, y compris de critiquer et de revendiquer, mais qui doivent être utiles très rapidement. Donc de moins en moins de cours d'enseignement général. Et son deuxième paragraphe, c'est sur le mépris, et je pense que c'est aussi important. Elle explique que beaucoup de ces réformes révèlent une forme de mépris de classe des décideurs face à un public de lycéens qui sont principalement issus des classes populaires. Et je pense que l'institution a perdu l'idée que les élèves du lycée professionnel ont des capacités et peuvent faire des choses très intéressantes et se préoccupent d'avoir des formations à court terme, les moins onéreuses possibles, pour des emplois jugés subalternes, maltraitant les élèves comme les enseignants. Ça s'inscrit donc dans un projet plus global de société. Aujourd'hui, alors que cela n'avait jamais été le cas au cours de ma carrière, dit-elle, Madame l'inspectrice, c'est quand même le haut du panier, quoi. Je pense qu'il y a une réelle volonté de destruction de l'école publique, dont les réformes qui visent à sortir l'enseignement professionnel de l'éducation nationale sont un des aspects. Donc voilà ce qu'elle, en tant que quand même responsable cadre, voilà l'état qu'elle donne de l'enseignement professionnel. Et c'est vrai que, c'est pour ça que je ne voulais pas faire réforme par réforme, mais on a une dernière réforme qui me semble important de signaler, c'est qu'en terminale, un bac professionnel, ça se prépare en 3 ans. En terminale bac pro, au mois de juin, ils vont passer les examens avant, et au mois de juin, ils auront le choix, soit rester au lycée pour ceux qui souhaitent continuer en BTS, pour qu'on consolide leurs compétences, comme on dit, ou soit s'ils décident d'arrêter leurs études après le bac pro, ils peuvent décider d'aller tout de suite en stage en entreprise. Il faut savoir, depuis l'année dernière, il y a des gratifications qui sont données au stage. Les élèves, selon s'ils sont en bac pro CAP, reçoivent, c'est pas un salaire, mais une rétribution. Et donc, on sait déjà par expérience que la plupart de nos élèves, même s'ils avaient le choix, même s'ils pouvaient se dire, tiens, je vais tenter d'aller au BTS, il y en a beaucoup qui vont choisir de partir en stage au mois de juin, parce que ça va faire 300, 400 € en plus. Et tout ça est bien sûr relié avec des problèmes de pouvoir d'achat, etc. Et du fait qu'ils viennent de milieux défavorisés. Donc moi, ce que je voulais revenir, voilà, c'était pour faire un état
Donc ça va mal dans l'enseignement professionnel, les réformes se succèdent, mais elles vont toujours dans le même sens. Toujours plus de stages en entreprise, moins d'enseignement général. L'apprentissage est très favorisé. Et donc j'espère avoir montré que c'est un enjeu que l'enseignement professionnel soit défendu et reste dans le giron de l'éducation nationale sous statut scolaire. Et pour préparer cette réunion, je suis retombé, tu parlais tout à l'heure du programme, et ça me semble très important, parce que quelque part, tu disais que peu importe qui est, mais pourquoi, quelle politique on veut mener. Mais en effet, il faut vraiment une politique de rupture avec parce qu'en plus, tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, ils ont toujours été dans le même sens. Du coup, j'ai recherché le programme de la France Insoumise, et concernant l'enseignement professionnel, et moi ça me convient, c'est des revendications qui pourraient sortir l'enseignement professionnel du marasme dans lequel il se trouve. Je vous les donne rapidement. Il y avait construire des nouveaux lycées professionnels avec un vrai maillage, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces jeunes ont du mal à se déplacer, à aller loin. Ils cherchent une orientation des lycées professionnels qui sont proches d'eux. Voilà, il y a chaudronnerie à côté, j'adore chaudronnerie, mais le tout c'est de mailler tout ça. Il faut savoir que dans la réforme aussi, maintenant le patronat a son mot à dire sur les ouvertures de sections. Donc s'il y a des sections, s'ils n'ont pas besoin de chaudronniers, on n'ouvrira pas de section chaudronnerie, on les ouvrira que dans les coins où on en a besoin. Alors normalement l'éducation nationale, on doit pouvoir suivre une formation partout sur le territoire. Dans le programme de la France Insoumise, il y a proposé une garantie d'autonomie au-dessus du seuil de pauvreté à partir de 16 ans, soit 1 063 € pour une personne seule détachée du foyer fiscal de ses parents. Ça me semble très important par rapport à ce que je disais. Ils sont à la recherche des fois de partir, faire des stages parce qu'ils ont une petite gratification. S'il y avait une autonomie pour les jeunes, à l'époque les jeunes de lycée professionnel, ça leur permettrait de pouvoir vraiment choisir de poursuivre leurs études ou pas. Donc je passe sur les revendications plus traditionnelles, ouverture de postes, etc. Mais supprimer les aides à l'apprentissage versées aux entreprises de manière à privilégier la formation professionnelle sous statut scolaire, ça me semble très important. Interdire la délivrance de diplômes professionnels privés, donc les diplômes restent de la compétence de l'État. Ouvrir des places d'internat gratuites aux élèves, très important aussi. Ça leur permettrait peut-être en effet de choisir des sections qui sont loin de chez eux, avec l'autonomie, un peu d'argent, l'internat gratuit, la cantine, ce que tu disais, ça pourrait être bien évidemment très important pour eux. Je ne vais pas vous dire tout. Le bac pro en 4 ans. Le bac pro en 4 ans. Le bac pro en 4 ans. La création de CAP, oui, qui sont connus dans les conventions collectives. Ouais, je vais m'arrêter là. Et en tout cas, tout ça pour dire que c'est important donc de se mobiliser pour l'enseignement professionnel, le sauver. En bas, mais aussi les députés, ne lâchez rien, parce qu'il faut rompre maintenant avec toute la politique qu'on a connue, en tout cas dans nos domaines et dans nos Frédéric, il va nous expliquer à quel point on lâche rien et qu'on peut gagner. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je suis prof de technique, donc c'est pas d'enseignement professionnel, de lycée technique, dans un lycée technique de Poitiers. Je crois qu'il faudrait que tu parles un peu plus fort. Oui, je vais essayer. Donc, je suis donc enseignant dans un lycée technique de Poitiers. Nous aussi on a subi une réforme, avant d'aborder le point sur lequel je vais intervenir, nous aussi on a subi une réforme très importante en 2011 qui nous a enlevé des ateliers, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'ateliers pour l'enseignement technique, on n'a plus que ce qu'on appelle des labos, ce qui change évidemment dans tout. On avait quasiment que des enseignements, la première chose que ça change évidemment, c'est qu'on avait des enseignements à des petits groupes, et que maintenant donc, on a des enseignements jusqu'à 35 élèves évidemment pour faire de la technique. Juste si je cite deux choses dans mon établissement, parce que Karine l'a dit tout à l'heure sur la façon dont sont traités les élèves besoins particuliers. Je cite une classe qui est dans mon établissement, classe de seconde, 35 élèves. Dans cette classe de seconde, il y a 2 élèves sourds qui n'ont qu'un accompagnement, un accompagnement qui a été divisé par 2 cette année, donc ils n'ont que 10 heures par semaine où ils ont un interprète, vous imaginez. Et en plus, dans cette classe, il y a 2 élèves allophones, donc ils ne parlent pas français. Évidemment, il y a d'autres aussi élèves en situation de handicap. Voilà les conditions d'enseignement, qui ne sont quand même pas terribles. Je pourrais citer aussi évidemment un collègue, plusieurs, mais un collègue par exemple qui a plus de 220 élèves dans la semaine. Donc évidemment, quand on a ça, là aussi quand on demande de faire du suivi d'élèves à besoins particuliers, vous pensez bien que ça pose quelques petits problèmes. Mais la
anecdote que je vais raconter, elle parle de la privatisation de l'enseignement, qui nous a expliqué que le privé avait beaucoup d'argent, mais ça ne suffit pas encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans notre établissement, on a un enseignement, une spécialité qui s'appelle sciences de l'ingénieur, qui est historique dans notre établissement, puisqu'on a un lycée technique depuis la création de cet établissement. Dans cette section, évidemment, on a du matériel, c'est-à-dire qu'il y a un labo, mais il y a du matériel technique qui coûte beaucoup d'argent, évidemment, dont les élèves se servent. Cette année, le ministère, alors là aussi, c'est évidemment insupportable, mais le ministère a décidé en début d'année qu'à la fin de l'année, il y aurait donc pendant l'épreuve de baccalauréat une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y aurait une épreuve pratique qui n'y avait pas avant. Eh bien, donc d'abord, il faut s'adapter très rapidement, c'est déjà très compliqué. Mais à côté de notre établissement, il y a un autre établissement qui possède cette même section, dans le privé. Sauf que dans cet établissement, privé, il n'y a pas de matériel. Et donc, il n'y a pas de matériel. Jusque-là, ils faisaient de l'enseignement, cet enseignement sans matériel, sauf que là, ils vont être obligés de passer, puisqu'il y a au baccalauréat, ils vont être obligés de passer sur du matériel. Donc, au lieu d'utiliser les millions qu'ils ont reçus pour acheter le matériel, ils ont demandé à notre établissement de pouvoir venir faire cet enseignement dans nos locaux. Voilà. Alors, vous imaginez ce que ça signifie, ça. Vous êtes dans un enseignement privé, vous payez évidemment le fait de pouvoir d'être dans le privé, et en plus, vous servez, en tant qu'enseignement privé, du matériel de l'école publique. Heureusement, je n'ai pas mis une grande bataille pour être très honnête, puisqu'il y a la direction, les gens qui ont pu vendre ça, on était au courant en tant que syndicaliste, mais ça a été donc refusé, donc il n'y a pas ce transfert, mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est. Voilà, quand ils n'ont pas assez d'argent, donc de façon détournée, on peut aussi utiliser l'argent public, y compris par des entreprises privées. Et évidemment, je ne doute pas que ça se passe de la même façon dans plein d'autres endroits où il n'y a pas la même peut-être résistance. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire. Et Jean-Claude Perrault, professeur en lycée général. Oui. Alors, je suis enseignant en lycée général, le lycée Aliénor d'Aquitaine, qui est le lycée qui vous entoure en ce moment, puisque vous êtes dans un bâtiment qui n'appartient pas au lycée, mais qui est enfoncé dans la cour de notre lycée qui est à côté. Oui, alors je suis syndicaliste enseignant, mais là j'interviens évidemment à titre personnel, et j'interviens tellement à titre personnel que j'ai un message pour apporter tout mon soutien et tout mon intérêt au combat que mène la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire pour le retrait de la réforme des retraites, puisque pour moi ça signifie une retraite en 2026 ou une retraite en 2027, et donc c'est un intérêt brûlant que vous gagnez. On va faire le maximum. Merci. Je voudrais insister sur un aspect des choses qui a été dit, mais qu'il faut souligner, c'est que la crise institutionnelle qu'on connaît, la crise qui s'est développée hier avec un événement nouveau dont on a parlé, est avant tout due au rejet de l'immense majorité de la population de la politique d'Emmanuel Macron. Elle a été marquée par bien des aspects, des mobilisations, des prises de position, et en ce qui concerne le secteur de l'éducation nationale, ce rejet, c'est le rejet des réformes mises en place. La réforme du choc des savoirs, dont les collègues ont déjà un peu parlé, elle a été rejetée par toutes les organisations syndicales, elle a été rejetée par les associations de parents d'élèves, elle a été rejetée par tous les échelons possibles d'organismes consultatifs et tout ce que vous voulez. Elle a été rejetée par les syndicats des chefs d'établissement et elle a été mise en place. Et non seulement elle a été mise en place, comme vous le savez, à la rentrée dernière par le gouvernement Attal. C'est vrai qu'encore une ministre, on a déjà oublié le nom, ça arrive souvent dans l'éducation nationale. Le gouvernement Attal, il a mis en place le choc des savoirs pour que les élèves de 6e et 5e soient concernés
à la rentrée dernière. Ça a créé une désorganisation du collège. Une désorganisation sur deux plans. D'abord, d'un point de vue géographique, d'un établissement à l'autre, les règles ne sont plus les mêmes. Les règles d'enseignement, les règles de fonctionnement, les règles d'organisation des groupes de niveau, les règles aussi pour les enseignants sur ce qu'ils vont enseigner, comment ils vont enseigner. On sait que dans certains établissements, au Poitiers, il est imposé aux enseignants le cours qu'ils doivent faire, au mot près. Tous les enseignants devront faire la même chose, en même temps, au même moment. Ce qui crée évidemment une très forte désorganisation et une remise en cause de quelque chose qui nous est cher, c'est ce qu'on appelle chez nous enseignants la liberté pédagogique, c'est-à-dire des choix pour enseigner la discipline qu'on a apprise. La désorganisation, donc, elle est à l'échelle géographique disparité. Pas deux établissements pareils. Mais elle est aussi à l'échelle de chaque établissement une désorganisation des structures, des conditions de travail, tant pour les enseignants que pour les élèves. Puisque, c'est un autre exemple dans la Vienne, dans un établissement, il y a plusieurs groupes de niveau en lettres, plusieurs groupes de niveau en maths, pour plusieurs classes de 6e. Donc ça fait je ne sais combien de possibilités pour un élève de 6e de se rendre en telle ou telle heure de cours à tel ou tel endroit. Et dans le même temps, tout ça est censé changer régulièrement en cours d'année en fonction des estimations du nouveau niveau de l'élève. Donc ça rajoute à la désorganisation. Et je ne peux pas faire un lien, un écho à ce que tu disais sur l'enseignement privé, parce qu'on voit bien que ce qu'on cherche en désorganisation, désorganisant, en déstructurant l'enseignement public au collège, c'est de pousser les parents d'élèves qui en ont les moyens d'emmener leur enfant vers le privé. Je ne peux pas être trop long, donc je ne vais pas non plus développer sur la réforme du baccalauréat, mais si vous avez suivi cette réforme, j'imagine que tout le monde dans la salle sait parfaitement comment, il y a quelques années, était organisé le bac, comment Blanquer l'a organisé, comment ça a été modifié par Blanquer lui-même, puis à nouveau modifié, puis encore modifié l'année prochaine avec une nouvelle épreuve en mathématiques. Ce que je veux dire, c'est que plus personne ne s'y retrouve. Nous, professionnels enseignants, recevons souvent les textes à la dernière minute, donc on est confronté à essayer de comprendre aussi. Parfois même, on a des choix à faire de dernière minute pour l'organisation du bac, hein, j'entends. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est parfois très confus. De toute façon, quand on arrive à mettre en place une organisation, elle est tout de suite modifiée pour l'année suivante. Il n'y a pas deux fois de suite où on peut avoir une lecture claire. Il faut bien comprendre que cette désorganisation, elle est voulue pour les mêmes raisons qu'elle a été organisée au collège, elle est voulue au lycée. Et donc, choc des savoirs, réforme du bac ou du lycée, il y a toujours, ces gens-là n'ont jamais fini, c'est-à-dire qu'il y a un acte 2. Il y a un acte 2 du choc de savoir. L'année prochaine, ça va généraliser aux élèves de 4e, de 3e, alors avec des modifications, des modulations par rapport aux résistances, par rapport à ce qui est discuté. Ils veulent toujours aller plus loin, plus profondément. Et donc je disais réforme du bac, encore et encore et encore. Ne croyez pas que 2, 3, 4 années de suite, vous allez avoir le même bac, les mêmes épreuves, la même lecture, la même compréhension. Pour ceux qui ont déjà passé le bac, il y en a quelques-uns dans la salle, vous devez vous rappeler l'importance que ça va être de savoir comment ça marche, quels sont les barèmes, quelles sont les disciplines, à quel moment je passe les épreuves. Tout ça est important, évidemment, et tout ça est validé. Voilà, donc l'acte 2, c'est une nouvelle méthode de Macron, c'est-à-dire que j'ai fait un acte 1, vous n'êtes pas content, ça ne marche pas, ça pose plein de problèmes. Et bien, regardez par exemple les AESH, pas de statut, pas de salaire, de mauvaises conditions de travail, pas de salaire. Ouais, quelques centaines d'euros par mois, moi j'appelle à peine ça un salaire, hein. Quand on est à 60% d'un SMIC, c'est à peine un salaire. Mais c'est pas grave, on a très bien compris que ça ne marchait pas l'acte 1. Donc on fait un acte 2, et on continue. Et de la même façon pour le choc des savoirs, pour l'école inclusive, pour tout un tas d'autres questions, c'est cette méthode-là qui ne prend évidemment jamais en compte ni les protestations, ni même l'analyse de la réalité de ce qu'ont mis en place les premières réformes. Puis je voudrais revenir sur un autre aspect aussi, moi qui m'est cher, c'est que vous entendez très souvent sur les plateaux de télévision
ou les politiques macronistes, les macronistes ou la droite, vous parlez tout un tas de sujets importants. Alors ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup moins que moi je pourrais vous en dire, sur le décrochement scolaire, la lutte contre le harcèlement, la question de la mixité sociale, la question de la laïcité, le rôle de l'école qui devrait lutter à peu près sur toutes les questions, contre tous les maux de la société. Je vous dis ça, mais dans les établissements scolaires, les personnels qui sont directement confrontés à ces problèmes-là, les personnels comme les assistants d'éducation, le collègue qui était là tout à l'heure, les CPE, conseillers principaux d'éducation, les assistants sociaux, les infirmières, les médecins scolaires, et bien tout ça, tous ces personnels-là voient leur statut déqualifié et leur nombre diminué. On supprime des postes. Et donc, de ce fait, tout ça, c'est que du blabla. La réalité, c'est qu'ils n'ont aucune envie de faire en sorte qu'il y ait une véritable lutte sur ces véritables sujets hein, que j'ai cités tout à l'heure, mais ils s'en servent tout en détruisant ceux qui sont habilités à lutter, qui sont habilités à lutter contre ces vrais problèmes. Et dans mon lycée, là, le lycée Aliénor d'Aquitaine, dont je vous parlais tout à l'heure, l'année dernière, on a appris qu'on allait nous supprimer. Alors on l'a appris en 2 temps et bien discrètement. Il fallait être dans les instances électorales pour le savoir avant que ça s'organise et que ça arrive au lycée. La suppression d'un demi-poste d'assistant d'éducation, donc de surveillant, et d'un poste de CPE sur 4. Un poste donc de conseiller d'éducation sur 4 a été supprimé dans notre lycée. Pourquoi? On avait une baisse structurelle de 50 élèves l'année dernière. Et ça justifiait cette diminution des moyens pour la vie scolaire notamment. Cette année, nous avons une augmentation de plus d'une centaine d'élèves. Il n'est pas à l'heure du jour de rétablir les postes, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement sensible au lycée Aliénor d'Aquitaine, parce que comme vous le savez, enfin, ça vous ne le savez peut-être pas, mais le lycée Aliénor d'Aquitaine a un label, parce que ces gens-là donnent des labels, hein, on a une médaille, cité scolaire. Donc on est quand même considéré comme un endroit important pour la politique macroniste, pour le rectorat. Vous savez tous aussi, vous avez tous entendu parler des événements de la place Coimbra et de ce qui s'est passé. C'est juste à côté. Ce sont nos élèves, nos futurs élèves. Eh bien, supprimer un poste de CPE ou un poste de surveillant, c'est certainement comme ça qu'on va améliorer le sort de ces élèves. Et puis c'est aussi un des élèves qui a le taux d'IPS, alors c'est un peu technique, mais l'IPS c'est l'indice de positionnement social le plus faible du département, notre lycée. Et bien là non plus, ce n'est pas un argument pour maintenir le poste de conseiller principal d'éducation ou le demi-poste d'assistant d'éducation. Voilà la réalité de la situation dans laquelle on se retrouve tout à fait concrètement. J'ai un autre problème à soumettre, c'est que on a eu, difficilement, mais on a eu un gouvernement avec un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui a nommé chez nous un nouveau recteur, parce que la rectrice est partie. Et donc on a un recteur depuis 1 mois et demi qui a été nommé donc par la ministre, qui n'est plus ministre depuis hier. Oh, c'est pas aussi compliqué que ça, parce que, en tout cas pour lui, c'est pas compliqué, parce que ce recteur, il a déjà connu, premier truc que j'ai vu arriver là, de sa part, important, une modification, alors là c'est pareil, hein, vous allez me dire, il est de quoi il parle, on n'en sait rien, c'est dans les lignes directrices de gestion, on ne parle pas, mais il a conduit une nouveauté, je vais vous le dire. Ça concerne les personnels, tous les personnels, et en particulier les enseignants du second degré, dont je fais partie. Une nouveauté, donc ça n'était pas avant. Et s'il va nous proposer au vote, la décision, tout à fait bientôt. Là. Les personnels placés en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle, qui n'auront pas repris leur fonction après 1 an de congé, libéreront leur poste. Vous avez bien compris, un personnel ayant un grave accident, par exemple à l'origine
la vétusté de l'établissement, des problèmes d'entretien du lieu de travail, perdra son poste s'il est arrêté plus d'un an. Un enseignant victime d'agression d'élèves ou parents qui serait arrêté plus d'un an va perdre son poste. Et un enseignant serait victime d'un éventuel acte terroriste, évidemment on ne le souhaite pas et on sait malheureusement que ça peut se produire, ben lui aussi, s'il est arrêté plus d'un an, perdra son poste. Et ces gens-là vont vous expliquer, ils sont aux côtés des enseignants, ils nous soutiennent et ils vont reprendre des postes aux personnels qui seront victimes et pas assez solides pour tenir un an sans arrêt maladie. Barnier, le gouvernement Barnier, a continué la politique de la table en l'aggravant. Et je ne sais pas ce que sera le prochain gouvernement, mais il y a une chose qui sera insupportable, c'est qu'on ait encore un gouvernement qui ne rompt pas avec cette politique et qui la continue. Et donc, se discute partout, aujourd'hui il y avait une mobilisation, mais se discute partout d'un point de vue syndical et les personnels entre eux, comment les arrêter. Et une des questions qui se pose, c'est de passer à une étape différente de mobilisation, de ne plus forcément être une mobilisation de temps en temps, mais à faire une mobilisation dans la durée, une mobilisation de grève qui dure pour obtenir satisfaction. Et ça fait aussi partie des choses qui sont discutées dans l'éducation nationale pour obtenir l'abrogation de toutes les réformes qui nous ont fait tant de mal, notamment depuis le bancaire, même s'il y en a eu avant. Les réformes, je n'ai pas pu les citer, celle du bac, je n'ai pas cité Parcoursup, j'aurais pu les citer aussi, et toutes les réformes qui ont été citées par mes collègues. Je voudrais juste conclure en disant, Emmanuel Macron a dit « Je ne dissoudrai pas l'Assemblée nationale », et il l'a dissous. Et il a dit aussi, avant-hier, la censure ne passera pas. Et elle est passée. Il a dit, aussi avant-hier, je ne démissionnerai pas. Alors, merci Jean-Claude, et particulièrement pour ta conclusion. Maintenant, j'invite Claudine Gréau. Tu veux bien le micro? Oui, c'est vrai. Alors, Claudine Gréau est militante laïque et elle est présidente de la Fédération de la Vienne de la libre pensée. Évidemment, c'est pas pareil avec les classes. Je ne sais pas si ça marche. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'interviens sur le côté de la laïcité. Donc, tu as parlé du financement de l'école privée. Alors, nous, à la Libre Pensée, on aimerait bien revenir au serment de Vincennes, c'est-à-dire fonds publics à l'école privée. Non, fonds publics à l'école publique et fonds privés à l'école privée. Le strict respect du serment de Vincennes. Donc, l'abrogation des lois Debré et l'encoupé, enfin, toutes ces lois qui ont quand même bien, qui ont quand même limité le financement de l'école publique, puisque tout cet argent va là où il ne faudrait pas. Autre chose sur la laïcité, c'est aussi toutes ces mesures qui ont été prises sur comment les filles doivent s'habiller, comment ça. Alors, au niveau, nous, de la libre pensée, notre position, c'est les enseignants, enfin l'État est neutre, c'est-à-dire c'est quand même les fonctionnaires qui sont neutres. Mais par contre, les élèves, eux, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas, eux ne dépendent pas de l'État. Voilà les deux points que je voulais aborder. Merci Claudine. Bien. Paul, malheureusement, n'a plus que 10 minutes à nous consacrer avant de filer prendre son train. Mais nous allons passer la parole à ceux qui ont quelque chose à dire. Et si possible, si vous avez des questions ou des remarques, il faudrait qu'elles soient relativement courtes. Je pense qu'il faudrait que tu t'approches. Non, toi, tu n'en as pas besoin. Tu veux un micro? Je peux parler fort. Alors, oui. Oui. Ah. On va... Oui, Vas-y. Alors oui, bonsoir. Moi j'ai une question pour c'est Karine, c'est ça, madame? Oui, c'est Thérèse.
à l'ESH. Vous avez dit qu'en 14 ans, vous avez travaillé avec des enfants de tout niveau, de tout lieu, de différents types de handicap, allophones et tout. Est-ce que vous allez bénéficier en parallèle de formation pour vous adapter justement à votre poste et être opérationnel? Enfin, je pense que c'est indispensable, c'est important pour ces différents types de profils avec lesquels vous travaillez. Merci. Alors, je vais vous répondre à la formation d'un AESH lorsqu'il est nouvellement recruté. C'est 60 heures. Donc, on le forme pendant 60 heures. Actuellement, c'est même 30 heures, a priori 30 heures en présentiel, 30 heures en distanciel, c'est par ordinateur. Moi, j'ai fait 60 heures en présentiel, parce que c'était il y a longtemps. Voilà, sur ces 60 heures, on essaye de nous expliquer alors le fonctionnement de l'école, le fonctionnement de la NDPH, les différents types de handicap, les différents intervenants qu'on peut croiser, c'est-à-dire il y a les enseignants, mais il y a aussi les orthophonistes, les ergothérapeutes, tous ces gens-là qui travaillent avec les élèves en situation de handicap. On nous enseigne aussi un tout petit peu quand même comment se tenir face à face aux élèves et face aux familles. D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, c'est un peu moins d'actualité, mais jusqu'à il y a peu, on disait l'AESH n'a pas de contact avec la famille tout seul. C'est-à-dire, on ne peut pas, je ne peux pas rencontrer un parent d'élève que j'accompagne tout seul, là comme ça, sans que l'enseignant soit avec moi. Voilà, donc 60 heures. C'est-à-dire que c'est rien en fait. En vrai, c'est survoler tout un tas de situations. Alors par exemple, le jour de la formation de l'autisme, ça commence bien. Moi, je me souviens de l'avoir eu en janvier ou des choses comme ça. Donc quand on commence en septembre, on descend janvier, c'est bien. On n'a pas eu le temps d'être embêté avec son élève autiste, à ne pas savoir comment gérer. Voilà, donc elle intervient en janvier, ok. Et la première chose qu'on vous dit, c'est attention, c'est très important. Il existe autant de formes d'autisme que d'élèves autistes. D'accord, est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant? Elle a dit ça, parce que bon, visiblement, ça n'a pas beaucoup m'aider. Donc voilà, la formation, c'est aussi un des combats qu'on mène. C'est-à-dire qu'on voudrait que les AESH aient une vraie formation. Le problème majeur, c'est que comme on nous envoie sur n'importe quel type de handicap, si je puis dire, eh ben, on ne peut pas nous former à la fois sur les élèves sourds ou sur les élèves dyslexiques ou sur les élèves autistes ou sur les élèves TDA ou sur les élèves avec un trouble de l'opposition. Enfin voilà, on peut pas travailler de la même façon avec tous ces enfants. On fait bien tout ce qu'on peut pour communiquer avec eux, pour les amener à rentrer quand même un petit peu dans le moule de l'école, et puis on essaye aussi de pousser un peu les murs du moule parce que des fois c'est un peu tendu, mais la formation en vrai elle n'existe pas assez. Merci beaucoup. Oui, pendant l'échange, je viens de quitter la région parisienne pour arriver dans l'Ain, à Châteauroux. Merci de l'accueil, je trouve que la soirée est hyper intéressante, au niveau des enjeux. Merci à tous les intervenants. Moi, je voulais juste, je suis un ancien directeur SECPA, qui m'a et comment dire, il y a une correspondance historique que je veux faire, que j'ai fait de retraite. C'est que je suis probablement un gamin des toutes premières générations. Je rentre au collège en 68, à rentrer au collège sans avoir passé d'examen pour pouvoir rentrer au collège. Je rappelle qu'il y avait un examen pour rentrer au collège. On voit bien dans la gorge de mon père, le mot qu'il enseigne avec son cartable. Je crois que le texte de l'abrogation de ce truc, c'est 63, mais comme dans l'éducation nationale, il faut toujours 10 ans pour que ça se mette en place. Moi, j'avais encore dans mon CM2 des gamins qui étaient en attente de classe de fin d'études primaires, qui attendaient d'avoir 14 ans pour aller bosser. D'accord? Donc je rentre, moi j'ai la chance de rentrer au collège sans avoir besoin de passer l'examen. Je ne sais pas si j'aurais réussi, je l'avais passé. Et je quitte l'éducation nationale à un moment donné où on est en train de fermer la porte de l'école à des centaines de milliers de gamins. Je m'explique. On vient de parler là de la dichotomie entre public et privé. Je suis d'accord, argent public, service public, argent privé, etc. Mais dans l'éducation nationale, avec le choc des savoirs, et je trouve que même si toutes les organisations se sont opposées dans l'éducation nationale, parce qu'il y a eu une opération d'enfumage absolument exceptionnelle, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans mon collège, et je n'ai pas été le seul à ouvrir ma bouche. Les collègues ne comprenaient rien, ne comprenaient pas ce qu'on allait leur demander. Ils commencent à comprendre ce qui est en train de se passer là.
mais ils n'en voient pas encore les finalités. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On crée des groupes de niveau, comme l'a très bien dit la collègue AED, on met des nuls avec des nuls. Moi j'ai connu ça, j'ai fait toute ma carrière en Z. J'ai tout connu, les classes de perfectionnement, les quatrièmes, les CPPN, ça ne fonctionne pas. D'accord? On a écrit des centaines de milliers de lignes pour dire, je vais reprendre l'expression de la collègue, même si je n'aime pas, non pas la collègue, c'est pas, quand on met des nuls ensemble, ça ne fonctionne pas. Je suis dirigeant syndical de SMIPP, ça ne va pas être un secret pour personne. La division des classes de CP, CE1 à 12 dans les aides, ça ne fonctionne pas. Les gamins n'apprennent pas mieux à lire et écrire. Pourquoi? Quand vous mettez, j'en avais visité l'école de mon gamin, il vient de prendre une direction d'école à Melan, que connaît très bien Paul, d'accord? Je regarde, j'ai dit, putain, tu es devenu directeur de une classe de Bamako. D'accord? Il n'y a pas un enfant qui ne soit pas un enfant de couleur. Et à un moment, j'en trouve deux, je dis, ah putain, il y a deux jeunes Européens là. Il me dit, oui, mais attends, papa, c'est des Serbes qui ne parlent pas un mot français. Il a 144 gamins, il n'y a pas un gamin dont les parents sont des parents d'origine française. Comment vous voulez travailler? Donc, ok, il faut travailler sur public-privé. Il faut faire péter cette putain de carte scolaire. D'accord? À Melan, par exemple, il y a des cartes pour emmener les gamins manger à la cantine à 3 km de leur école. Bah, très bien, mettons des cartes dans les cités pour répartir les gamins dans les classes de centre-ville et compagnie. Il faut sortir de cette cartologie des aides. Et dans les collèges, les groupes de niveau, en ce moment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben, c'est tous les membres de la classe ouvrière. Vous savez que ces gamins-là, ils sont désignés statistiquement. Nous, notre inspection d'académie nous a dit que vous allez faire en 6e 3 groupes de niveau en français, 4 groupes de niveau en mathématiques, parce que l'année d'avant, vous aviez 14% d'échecs sur les évaluations de 6e et vous en aviez 18 en mathématiques. Et on a attribué les moyens sur cette base. Ces gamins-là, ils ne bougeront pas de groupe de niveau. Donc ils vont passer en 6e dans les groupes de niveau, en 5e dans les groupes de niveau, 4e. Et puis arrivé à la 3e, pas de bras, pas de chocolat, pas de brevet pour entrer au lycée. Et là on tombe sur notre camarade du lycée professionnel. On a commencé par le cours de l'EHPAD, l'enseignement professionnel. Et tous ces gamins-là, on va les envoyer par wagon entier dans l'enseignement professionnel dégradé. Donc ce sont aujourd'hui, depuis cette rentrée, les gamins de la classe ouvrière, d'accord, qui sont candidats pour l'entrée au lycée professionnel. Et je trouve que, même si c'est un peu schématique ce que je viens de dire, mais je trouve que ça ne s'articule pas dans la pensée des gens et ça ne s'articule pas dans la pensée de mes collègues. Merci. Peut-être que vous avez envie de... Il y a un mot, je n'ai pas conclu ma parole, parce que la discussion elle a lieu maintenant, et là il y a un lien. En fait, il faut essayer de mettre ça en lien toujours. Toi, tu as décrit au fond une éducation nationale complètement désorganisée par une succession d'ordres, de contrôle, de réformes, une litanie perpétuelle où ça recommence, le premier de l'élection passe au premier de l'élection, tout cassé. Et tout ça fait système. Et comme tu l'as dit, quand on s'intéresse aux enjeux de. Moi, je prends la question de l'école privée parce que je m'intéresse aux enjeux de mixité sociale et de mixité scolaire, qui sont des enjeux de cohésion sociale, mais qui sont aussi des enjeux pédagogiques. Ça, pour tous les élèves, la mixité est bonne. Pour les mauvais élèves, mais parce que tous les élèves sont capables. Pour les bons élèves aussi, la mixité est bonne. Toutes les études le montrent, les pédagogues, il y a 1000 chercheurs ensemble qui l'ont démontré. Il faut dire ça. Cette question-là, elle invite à regarder ces enjeux avec un spectre extrêmement large. Il y a la question du privé, mais il y a la question dans l'école publique. Il manque de mécanismes. Et le choc des savoirs, il contribue à créer de la ségrégation dans l'école publique en séparant les bons, je dirais des guillemets, des élèves les plus en difficulté. Et elle rompt cette réforme avec une trajectoire historique, celle de la démocratisation scolaire. Comme tu l'as dit, en instaurant un filtre à la fin du collège, avec un diplôme du brevet, qui doit être maintenant obtenu pour aller au lycée, avec la volonté par ailleurs de durcir les conditions d'obtention du brevet. Chaque année, il y a 160 000 élèves qui ne l'ont pas. Il y en aura davantage en durcissant les conditions. Il est prévu qu'ils soient accueillis dans des classes particulières. En même temps, ils veulent supprimer 4000 postes. Donc, il n'y aura pas des classes particulières. Donc, il n'y aura même pas le lycée pro. Il y aura, comme tu l'as dit, l'apprentissage. Il y aura l'apprentissage, c'est fait pour ça. Et le démantèlement du lycée pro, il l'a parfaitement décrit. Et ça, je reviens là-dessus, ça pose des questions pour toute la société. Parce que tu as une raison d'insister sur l'importance du lycée professionnel. L'importance, d'abord, c'est un tiers des élèves du lycée. On le dit trop souvent. C'est beaucoup d'élèves. C'est la part la plus populaire de la SNCF. Mais je vais très vite parce que le temps commence. Mais notre société a plus que jamais besoin d'un lycée professionnel.
non seulement qui dote ses élèves d'une culture générale, avec des cours d'histoire, de lettres, de langue vivante qui ont été sabrés, mais aussi dans un lycée professionnel qui apporte une maîtrise professionnelle à ses élèves. Parce que c'est aussi les contenus professionnels qui ont été sabrés par la CDC. Et quand on parle, on est en pleine crise climatique, je termine là-dessus, pardon. On est en pleine crise climatique. Vous la connaissez, on la subit. Et on sait à quel point elle menace y compris la survie de l'humanité. Alors, les choses comme elles sont. Hein. Regardez ce qui s'est passé à Valence. Regardez ce qui s'est passé à Valence. Face à ça, on a besoin de faire muter tout notre appareil productif. Et donc, on a besoin d'un lycée professionnel complètement repensé, tourné vers des objectifs démocratiques, sociaux, écologiques différents, démocratiquement assumés, et qui permettent d'amener les élèves de la voie pro à un très haut niveau de qualification, en même temps que d'en faire des individus émancipés dans la société et dans le monde du travail. Donc, voilà, je termine là-dessus pour dire qu'en effet, tout ça fait système et qu'il faut essayer la difficulté du discours politique, c'est essayer de rendre, et on le fait ce soir. Et en fait, là, c'est ça qui est vachement intéressant, parce que là, ensemble, on est en train de relier toutes ces conditions particulières de voie pro, premier degré, second degré, société, on est en train de donner perspectives communes, et il n'y a pas d'autre solution qu'une solution politique. Voilà. Et c'est dans la lutte politique, dans la lutte syndicale, qu'on peut transformer profondément, révolutionner le système éducatif pour révolutionner nos sociétés. Les deux, évidemment, vont ensemble. En disant ça, je ne dis pas que l'école peut tout solutionner, bien sûr. L'école fait ce qu'elle peut, elle prend sa part, et le reste, c'est à la société de l'assumer. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence, et à très très bientôt.